Tokyo Radio. Stéphane Brognard. Tokyo Radio. Chers amis auditeurs, bonjour, vous êtes à bord de Tokyo Radio, un petit changement de vocabulaire pour ceux qui suivent mon actualité. Vous êtes avec votre hôte, Boris Pierre, et mon invité, Stéphane Brognard. J'ai bien dit Stéphane Brognard. Stéphane, en fait, il faut que je te dise deux choses avant qu'on commence notre conversation. La première, c'est que tu n'es pas le premier Vosgien que j'interviewe. Voilà. Le premier, c'était une première, c'est Philomène Remy, qui est grand reporter et dont la famille possède le Grand Hôtel à Gérardmer. Un grand reporter fantastique qui a notamment travaillé sur la déportation, et pas d'autre mot, des enfants ukrainiens vers la Russie. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est je m'en souviens plus, ça reviendra un petit peu plus tard. Stéphane, merci de nous recevoir. On est chez toi à Sapois, en Haute-Vosges, dans une ferme. Et j'ai lu quelque part que tu es maintenant fermier. Parce que tu ne t'es pas contenté de rénover une ferme. Forcément, te connaissant, il fallait que tu ailles beaucoup plus loin, quoi. Alors, raconte-nous un peu ça, quoi. Parce que c'est une aventure aussi, non ? Oui, alors déjà bonjour à tous. Oui, c'est une aventure à elle toute seule. C'est l'histoire de cette maison. Il y a 4 ans, en plein Covid, on cherche à déménager avec Joy. Enfin, on cherche ce genre d'endroit. Et puis, on trouve une maison qui nous correspond, qui méritait un rafraîchissement et pas de gros travaux. Donc, ça nous plaisait bien de lui apporter, avec tout le respect de cette vieille dame qui date de 1870 pour une partie un peu plus récente de l'autre, de lui remettre un vrai coup de rafraîchissement avec un esprit véritablement qui respecte un peu notre univers des Vosges, des Hauts-de-Vosges et de la montagne, qui a été jusqu'à rénover une façade en utilisant des techniques anciennes de petites plaquettes de bois que l'on superpose pour faire une façade. Et ça a été même jusqu'à avoir des moutons d'Ouessant pour entretenir le terrain, etc., etc. Donc je me plais à dire maintenant que, avant de dire que Stéphane Brognard est aventurier, est préparateur mental et tout ça, qu'il est paysan essayeur. Donc je trouve que le mot paysan, on travaille avec la terre, ça ne nous empêche pas d'être tous les jours dehors à braver la terre, le temps, d'avoir des animaux, d'essayer d'avoir les pieds sur terre. Je pense que le mot paysan n'est pas celui simplement qui cultive et qui essaye de gagner sa vie au travers de la terre. Le côté paysan, si on était tous un peu paysans, j'ai envie de dire, et puis ça remet bien les pieds sur terre. C'est pas toujours très flatteur, le paysan, mais moi je trouve que c'est un chouette mot, ça me plaît, le paysan. Et essayeur, c'est en rapport aux essais, qui est ce terme utilisé chez nous dans les Vosges avec ces fameuses plaquettes de bois que j'ai recouvert l'une de mes façades par esthétisme, mais aussi par conservation d'un savoir-faire de par chez nous. J'étais pas obligé de le faire, mais je trouvais ça assez joli. Donc c'est par rapport au mot essie. Essayeur, parce que j'ai l'impression d'essayer beaucoup de choses. On parvient pas toujours. On va avoir de Stéphane Brognard ou de Pierre-Paul Jacques peut-être que les réussites ou les choses qui ont marché, mais on essaye beaucoup avant que ça marche. Et puis comme je me mets de plus en plus l'âge aidant et mes inspirations aidantes à l'écriture, c'était l'un de nos propos avant d'enregistrer, qui me permet de dire, alors je suis loin d'être un essayiste, mais un essayeur. Donc voilà pourquoi que je trouve que le terme paysan-essayeur, qui est un terme que j'ai un petit peu autoproclamé, j'ai envie de dire, me va plutôt bien. Ouais. Donc je trouve que le terme te va très très bien aussi. Alors Stéphane, tant d'aventures déjà réalisées. Ton aventure, on vient d'en parler brièvement, la traversée de l'Atlantique en solitaire, à la rame, le Honeck, massif vosgien, le Mont Blanc en azimut. Alors pour azimut, pour les auditeurs qui se demandent un peu ce que c'est tout droit, tout simplement. Voilà, c'est tout droit, quels que soient les obstacles qui peuvent que tu peux rencontrer devant toi. Gérardmer ou Sapois, la Place Rouge, quand même, à vélo. Voilà, aussi. Tu nous diras pourquoi oui, si c'est un clin d'œil. Parce qu'il y a tellement de directions à vélo, toi, tu as choisi la Place Rouge, oui, alors, en pleine guerre. On peut tout de suite dire aussi, et je pense que tu vas aussi aborder ce sujet-là, c'est que tu vas nous expliquer pourquoi. En fait, tout ce que j'ai bien pu faire, d'un top 10 à l'UTMB, une traversée de l'Atlantique à la rame, ne sont que parce que. Alors justement, là tu me tends une perche, je vais la saisir tout de suite, comme ça m'évitera de l'oublier. Stéphane Brognard, quelle est ta cause noble ?
Mais cause noble. Tes causes nobles. Alors oui, c'est un terme que j'adore utiliser et voilà, on va pas non plus se cacher. Tu es parmi ceux à qui je donne des petits coups de patte au travers de la préparation physique et bien d'autres d'ailleurs. D'où aussi cette idée de bien connaître cette histoire de cause noble. C'est un mot que j'utilise souvent. C'est un mot que j'utilise aussi. Quelle est mon envie personnelle profonde à ce moment précis dans l'un de mes 3 secteurs de vie. Alors, bien sûr que les 3 secteurs principaux de notre vie, on pourrait en rajouter, si on avait envie d'y mettre plein d'autres choses, le spirituel ou tout un tas d'autres trucs, mais restons assez simples, le développement personnel, la vie de famille, associative, relation aux autres et le développement et la vie professionnelle sont quand même les 3 gros secteurs dans lesquels qui nous régissent du matin au soir, tout au long de l'année, chacun avec des proportions différentes et avec des moments particuliers où on fait échanger. Chacun de ces 3 secteurs, pour moi, pour vocation, d'avoir un moteur principal qui se cache derrière. Enfin, je veux dire, alors on peut tout à fait imaginer simplement que le moteur principal d'avoir un travail, c'est de pouvoir rémunérer son travail pour pouvoir s'offrir les commodités. Mais nous ne raisonnons pas qu'à ça. Bien souvent, c'est loin d'être simplement ce cas-là. Que dans la vie de famille, on pourrait dire, bon, parce que c'est comme ça, culturellement, fonder une famille, voilà, c'est une espèce de logique. Disons-nous aussi que peut-être que par moment, il y a une envie personnelle profonde de fonder une famille et de lui donner une certaine orientation, peu importe. Et dans le développement personnel, alors cette espèce de mot un peu fourre-tout, le développement personnel, alors moi j'essaye de le résumer le plus simplement possible pour véritablement devenir ce que je voudrais, ce que à ce moment précis je veux être, qui je suis vraiment ou vers quoi j'aimerais tendre, qui n'est pas toujours possible au travers du travail et de la famille, parce que c'est régi sous un tas de contraintes, de vivre ensemble, d'organisations très précises, où il y a moins de liberté qui pourrait nous offrir la possibilité de véritablement devenir soi-même, et que dans ce secteur, on a aussi des envies personnelles profondes à mettre en lumière, qui sont des fois souvent, et bien souvent, très basique, très ras des pâquerettes finalement, qu'on oserait peut-être même à peine dévoiler à haute voix envers soi-même, encore moins à son entourage, mais qui peuvent devenir un véritable moteur et que à partir de cette envie personnelle profonde, j'aimerais retrouver un physique un peu plus digne de ce qu'il était quand il y a 20 ans en arrière, j'ai rencontré ma femme. Ça peut paraître complètement bête et basique peut-être, eh ben n'empêche que ça peut mettre en route un sacré bazar derrière et que ce bazar, pour le mettre dans la matière, eh ben il faut bien partir d'une envie personnelle profonde, d'une cause noble, d'une urgence psychologique du moment et que d'un seul coup ça devient un moteur. C'est ça cette cause noble, c'est cette étincelle eh ben, qui nous fait mettre en place une méthodologie que je me suis autoproclamé comme une méthodologie, au point d'en découler à réaliser des choses, et que ces choses-là mettent sérieusement dans la matière, assouvissent une cause noble ou réalisent quelque chose qui nous permette de dire, ben voilà, quand je vais remettre toutes ces réalisations, cette finalité, ces choses terminées, cette cause noble est mise dans la matière, elle a éclos, comme un popcorn, comme un feu d'artifice presque, hein, parce que des fois c'est quand même assez festif et joyeux finalement de réussir quelque chose, et surtout que c'est pas juste ça. J'ai pas simplement été à Moscou à vélo, j'ai pas simplement traversé l'Atlantique à la rame. J'ai mis dans la matière quelque chose qui me permet, en revenant, ça se distille dans ma vie de famille, ça se distille dans ma vie professionnelle, et que cette entièreté de cet être composé de ces 3 éléments va dans mon imaginaire évoluer vers quelque chose. Alors, on va pas dire s'élever, pourquoi pas s'élever d'ailleurs, hein, je pense qu'il y a tout un tas de personnes, surtout quand on touche au développement personnel, peuvent dire s'élever, et qu'on retrouve un petit équilibre nouveau, qui est plaisant, et qui va nous permettre peut-être de stabiliser tout ça quelques instants, ou quelques années, quelques mois, et que d'un seul coup arrive une nouvelle urgence psychologique, une envie personnelle profonde dans l'un des 3 autres secteurs, et qu'on y remette un petit coup de comportement de premier, un peu plus d'attention, un peu plus de temps, un peu plus de méthodologie. Des fois, on se laisse simplement porter par sa vie de famille, on se laisse porter par sa vie professionnelle, on se laisse porter par cette activité annexe qui m'est réservée pendant ces quelques heures où je vais faire du tennis, du squat, du canoë-kayak avec mes amis. Après tout va bien. Et qu'à un moment, dans l'un des 3 secteurs, on veut faire gonfler ce truc-là, on lui donne un vrai contour, on lui donne une écriture de partition. Et là, d'un seul coup, on commence à le conscientiser. On se laisse moins porter.
Et là, ça devient intéressant à ce moment-là, parce qu'on sait pertinemment qu'on va devoir faire ni des concessions, mais on va officialiser une baisse de curseur sur le temps donné, l'attention donnée dans sa vie de famille, dans sa vie pro par exemple, en expliquant bien les choses, que j'ai besoin de ce moment, de cette forme de déséquilibre, n'ayons pas peur des mots, mais seul peut-être ce déséquilibre pendant des fois 1 mois, 2 mois, ou des fois pendant 2 ans, ou peut-être des fois pendant 3 ans, va permettre, quand on aura assouvi cette cause non personnelle dans l'un des 3 secteurs, quand on revient à l'équilibre, j'ai quand même le sentiment que ça fait progresser l'être et que ce nouvel équilibre est quand même, ça fait partie de l'impermanence des choses, n'ayons pas peur des mots, rien ne sera stable de notre naissance à notre mort, et que d'un seul coup on retrouve ce nouvel équilibre avec notre évolution, on est au bon endroit, on est dans le bon équilibre, ça va peut-être durer 4-5 ans, on ne se posera plus la question de savoir est-ce que je suis obligé de justifier en permanence pour quelle bonne raison je fais ci dans ma famille, je fais ça dans mon travail, je fais ça dans mon activité physique et sportive ou dans mon activité culturelle, enfin dans mon développement personnel. Ben non, on se laisse porter, bon an, mal an, et que d'un seul coup, quand on voit l'opportunité ou la nécessité ou l'obligation de dire « Ah, dans ce secteur-là, j'ai une cause noble personnelle, je sens que j'ai envie d'exprimer ça ou de mettre dans la matière, ou c'est presque inévitable », il va y avoir un plan de licenciement dans mon travail. Ça existe. Je dois faire quoi? J'attends les propositions éventuelles? Non, j'ai une urgence mentale, là. J'ai une urgence psychologique. Eh bien, si j'écrivais quelque chose autour de ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Eh ben, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'elle a à cette heure-ci, avec cette urgence, plutôt que de la subir, je vais peut-être l'anticiper. Je vais faire comment? Mon travail, j'ai 53 ans, ça fait 20 ans que je suis dans cette entreprise, il arrive ce truc-là, mais à l'heure actuelle, qu'est-ce que j'attends profondément de mon travail? Eh ben, je ne sais pas ce que j'attends profondément. Plutôt des fois que de critiquer son travail, c'est plus pareil, c'est plus... Non, c'est soi-même peut-être qui avons vu le travail comme on le voyait 20 ans avant quand on a voulu rentrer dans cette entreprise. C'est pas l'entreprise qui a changé, c'est peut-être nous aussi notre manière de voir notre propre travail. Et là, on en profite pour se poser la question, qu'est-ce que j'aimerais que dans mon travail, il y ait quoi? Il y ait quoi comme ingrédient? Si j'ai la possibilité, comme ça, comme un rêve, d'avoir le métier parfait, quels en seraient les ingrédients? Je voudrais le gâteau parfait, et quels en seraient les ingrédients? Je voudrais le plat mijoté parfait, quels en seraient les ingrédients? Et là, on va se dire, bah oui, j'ai 53 ans, j'ai encore tel type de portes qui me sont ouvertes, je suis plutôt attiré par ce genre de choses, j'aimerais plutôt être chef d'équipe, et on se donne tout un tas d'ingrédients qui sont réalisables ou possibles, ou pas loin d'être en voie d'acquisition, ou pas loin d'y être, repartir en formation, des choses. Ou même qui peuvent paraître inatteignables. C'est même des fois sympa, mais possible. Pas inatteignable, ok, mais possible. Il y a des choses, j'aimerais marcher sur la Lune. Bon, ça commence sérieusement à se compliquer, mais réalisable. Mais pas possible, mais réalisable. Ou impossible, mais réalisable. Et qu'à partir de là, j'ai cette liste d'ingrédients, je vais bien finir par avoir quelque chose qui, en mélangeant tous ces ingrédients, est-ce que j'obtiens une tarte à la crème ou un chou? Et à partir de là, eh ben, je me mets en route parce que j'ai pris possession d'un événement. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Alors, ça, c'est une définition bonne et due forme de ta méthode, la cause noble. Mais ta cause noble à toi, Stéphane? Alors, ma cause noble du moment, alors j'en ai eu tout un tas. Et ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de trop gratter sur tout ce qui est sur le net pour se rendre compte que j'ai eu plusieurs phases. La première vraie phase, quand j'ai développé cette méthodologie, alors là, elle semble terminée, elle était totalement vague parce qu'elle est née d'un 8 mois enfermé dans une toute petite cabane chez moi, dans ma vie d'avant, du côté de Saint-Dié-des-Vosges, où je me suis totalement isolé pour essayer de penser à quelque chose. J'ai une trentaine d'années. Raconte-nous cet épisode de ta vie. Ça, c'est vraiment... parce que ta cause noble, t'inquiète, je l'oublie pas, on va y revenir. Mais là, c'est une période de transition très forte. Très forte. Très forte. C'est là que tout a basculé, quelque part. Tout a basculé et on était dans des propos dont j'ai aucun souci avec ces propos-là. C'était où je trouve une solution ou c'est une balle dans la tête. Parce que je ne voyais plus aucun sens à tout ce que je faisais. J'étais là à dérouler un truc qui n'avait pas de sens, quoi. Enfin, je veux dire, pas de sens. Tout allait très bien, finalement. Alors là, juste pour resituer, peut-être, si c'est pas trop personnel, tu reviens. À ce moment-là, tu reviens dans les Vosges. Oui, j'étais parti, tu étais dans le sud, à Manosque, je crois. J'ai vécu à Manosque, j'ai vécu un petit peu dans l'Aveyron, du côté de Saint-Afrique, avec 2 F, sur le plateau du Larzac, avec donc mon ex-femme. On avait 3 enfants. On revient dans les Vosges en 2003.
J'ai un métier, somme toute, totalement banal. Je deviens ambulancier suite à une concordance des temps. Et puis, on a une petite maison qu'on met en construction. Je rencontre un ami on se met au trail en 2003, ça s'appelle le trail running, personne ne sait trop ce que ça veut dire. On se demandait même si c'était pas plutôt du côté de la randonnée que de l'athlétisme, enfin voilà. Et puis, puis on commence à refaire du sport comme je l'avais fait quelques années auparavant. On a le sentiment, il y a à dire que les gens qui sont devant, qui seraient presque à dire qu'ils ont réussi quelque chose. Et puis on repart à la guéguerre des uns contre les autres, du mode de compétition. Bon, voilà. Et en plus, je suis loin d'avoir des performances. On passe beaucoup de temps à t'étais pas spécialement sportif. Alors si, j'ai toujours été très sportif, mais jamais performeur. Oui. Pas du tout. Ouais. Bon, bref. Ou auquel cas, on passe beaucoup de temps à s'expliquer qu'on n'est pas bon et pour quelle raison on n'est pas bon. Mais finalement, on est toujours dans un rapport à l'autre. On a presque besoin de battre d'autres personnes pour commencer à devenir quelqu'un. Enfin, bon, c'est un peu comme ça que ça nous est présenté. Bon, pourquoi je ferais autrement, après tout? Bon, c'est aussi pour ça que j'avais quitté le monde du sport et de la compétition, parce que je voyais pas l'intérêt de ce truc-là. Le trail commençait à me plaire, et assez rapidement, on remet la patte dans l'engrenage, finalement. Donc, et en 2008-2009... Et la natation, non? La natation, plus jeune, natation, triathlon. Ouais. Là, je suis adolescent, on va dire. Ouais. Et à partir de là, j'ai dit, mais mince, nous voilà repartis de ce côté-là, dans ce délire. Le travail, bon, c'est pas le travail le plus foufou, mais je suis loin d'être quelqu'un qui peut me permettre de faire autre chose, parce que je crois que ce que j'ai sous la main, je suis loin d'être un diplômé. Valérie, bon, voilà, très sympa, mais sans plus. Et je me suis dit, mais mince, nous voilà repartis dans un truc qui peut peut-être durer combien de temps, quoi. Alors, le fait d'avoir eu ces quelques années auparavant où on se balade, où on est un peu en déséquilibre en permanence, qu'on essaie de retrouver un équilibre, ça nous occupe, c'est marrant d'ailleurs, on découvre des tas d'endroits, et c'est très sympathique, on a 20 ans, enfin voilà. Et là, je me dis, mais mince, et ça va durer comment comme ça? Ben non, c'est pas possible, enfin, je veux dire, c'est impossible. Il faut que je trouve une solution, sinon ça n'a pas de sens de continuer à vivre. Vraiment, c'est des propos simples, des mots simples, vraiment très très simples. Et je dis, bon, avant de faire l'irréparable, est-ce qu'il n'y a peut-être pas une autre solution? Et je me dis, bon, après tout, je passe mes journées à écouter France Inter, France Culture, c'est des choses qui peuvent... Je dis, bon, je vois bien qu'il y a un domaine sur lequel je ne suis jamais allé chercher, c'est les bouquins, c'est les livres, j'ai jamais lu un livre, et qu'il pourrait y avoir une espèce de méthodologie ou de quelque chose à l'intérieur des livres. Donc, envoyons-nous les livres, et on verra bien ce qui en sort. Je ne sais pas ce qui va en sortir, mais après tout, j'ai plus rien à perdre. Et ça, c'est déjà une première des causes nobles que je ne savais pas finalement avant tout, mais il faut que je fasse quelque chose et j'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner, enfin en tout cas, j'ai rien à perdre. Donc à partir de là, je dis, bon allez, feu. Donc je m'enferme, je récupère un nombre innombrable de livres qui étaient beaucoup portés sur le fonctionnement du cerveau, l'art du bonheur, mais des choses tellement basiques que j'avais trouvées dans une librairie à Saint-Dié, le développement psychologique de quelqu'un, des philosophes, tout un fonctionnement des thérapies psychologiques, des maladies mentales, de machin, de trucs, de l'art du bonheur, n'importe quoi. Des choses très simples. Et puis j'en arrive à force de mécanique souvent qui se recoupent finalement. Chacun le dit un peu avec ses mots. Les philosophes partent dans des trucs, j'ai du mal à comprendre un mot sur quatre, mais bon, finalement, j'en tire toujours un peu quelque chose. À la fin de ça, je dis, ah ouais. Et surtout, je termine par ce livre, un peu livre grand public, finalement, au-delà de tout ce que je venais de lire, et je l'ai plutôt lu à la fin, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il faisait une synthèse. Alors, il y en a plein, des livres qui font des synthèses, Frédéric Lenoir le fait très bien, et d'autres le font très bien. Tu avais cheminé vers ce livre-là. Voilà, qui s'appelle Le guerrier pacifique de Dan Millman, et qui me parle parce que c'est l'histoire d'un sportif quand même à la base. Donc, j'ai l'impression que son histoire, moi en le lisant la première fois, en ayant lu tout ce qu'il y avait avant, assez rapidement, ça fait sens, parce que tout ce que j'avais lu, j'ai facilement recollé. Il synthétisait de façon très simple en plus, très facile à lire. Enfin, très facile à lire, pas au premier abord, mais à force de le lire, on se rend bien compte qu'effectivement, on déroule quelque chose dont finalement, c'est le chemin qui compte, qui es-tu, qui machin, enfin bref. Et on arrive à cette histoire de cause noble du moment. Et je me suis dit, bon, c'est vrai que je ressasse un petit peu ma vie en arrière et je sors comme ça une idée. Et je me dis, mais c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont passé quand même toute mon enfance à expliquer que j'étais qu'un nul, que je réussirais jamais en sport, que j'arriverais encore moi jamais à en vivre, qui était un peu ma sortie de secours. À imaginer, vu que j'étais pas bon à l'école, et si j'étais bon en sport, peut-être que ce serait mon passeport pour la vie, mais que ça n'a jamais fonctionné et qu'ils arrêtaient pas de me le rabâcher. Tu ferais mieux d'aller travailler à l'usine, t'es qu'un bon à rien ou je sais pas quoi, bon bref. Et à la partir de ça, je me dis, mais mince, là j'ai ma matière. Et si je donnais tort à ces gens qui m'ont parlé comme ça? Donc là,
je me suis dit, ok, alors qu'est-ce que j'ai? Alors il faut que ce soit à base de sport, parce que le sujet c'était le sport. Et là, j'ai commencé à lister des ingrédients. Il faut que ce soit un retentissement international. Si c'est gagner la petite course du coin, ça n'aura pas le niveau d'importance au point de leur faire penser qu'ils ont eu tort de me parler comme ça, etc., etc. Et à un moment, j'avais ma cause noble. Donner tort à ces gens qui m'ont parlé comme ça. Je liste tous mes ingrédients. On va passer les détails parce que ça va durer longtemps. Et j'obtiens, le résultat, c'était faire dans les 10 premiers à l'Ultra Trail du Mont Blanc. Première cause noble. Et effectivement, je mets en place toute une méthodologie de fonctionnement, d'agression-adaptation sur le corps humain. Voilà, il y en a plein les réseaux pour se rendre compte de comment tout ça fonctionne. Et je finis par faire top 10 à l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'était en quelle année là? 2014. On est en 2014, fin août 2014. Je pars faire un tour du Mont Blanc en un peu plus de 22h30 et je termine tout pile 10e. Donc dans les ingrédients, j'avais vraiment pas du tout mis gagner la course. Je voyais bien que je n'avais pas les qualités génétiques de base. Dans le sport, l'un des principaux arguments pour le niveau de réussite, c'est la caractéristique génétique. Voilà. Et qu'ensuite de ça, on peut, à coup de méthodologie physique, on a besoin de forger un corps pour traverser un Atlantique à la rame. Et mental. Et mental. Non, mais je veux dire, on a la composante physique, le véhicule. Oui, oui. Le véhicule pour traverser la Manche à la nage, pour traverser la Méditerranée au kayak, pour traverser l'Atlantique à la rame, C'est le physique. pour marcher dans le désert, on a besoin d'un véhicule avec une particularité. Donc, on construit ces particularités, mais je ne pouvais pas aller au-delà que d'avoir des très bonnes particularités et aussi d'aller dans l'espace mental, notamment la méditation en mouvement, où il y a une corrélation très précise entre le temps de présence du pilote dans le véhicule, donc de sa tête dans le véhicule. Moi, je peux très bien dire que là, nous sommes dans une conversation, je suis à peu près sûr que mon pilote, ma tête, est quand même très clairement où est mon corps, parce que j'ai assez peu de distractions, peut-être si la tarte dans le four, là, qui va peut-être falloir que j'aille... Surtout pas la louper, Stéphane, s'il te plaît. Mais ce que je veux dire par là, c'est que d'ailleurs, je pourrais avoir des crochets dans mon... Je ne serais pas aussi bon dans ma phrase que je suis en train de dire, maintenant que je me suis dit qu'il y avait peut-être la tarte. Je n'ai plus que 80%. Donc, c'est-à-dire que dans nos propos, là, c'est un très bon exemple, je ne serai efficient et efficace qu'à 80% dans une belle réponse, quelque part. Et parce qu'il y a 20% dans ma tarte, là. Et on était exactement là. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, parce que 100 ans que je n'avais pas des capacités physiques extraordinaires. J'ai une génétique de base qui n'était pas celle d'un champion. Donc, j'ai poussé les curseurs des capacités avec la génétique que j'avais, mais que pour aller au-delà, il avait fallu aller chercher, et notamment exploiter à 99% ce véhicule qui était déjà pas. Si en plus je ne le mettais qu'à 80%, je me mettais une balle dans le pied. Donc il fallait que j'optimise partout. Je suis arrivé à la préparation mentale dans l'idée de vouloir optimiser. Et ça a été ma première cause noble. Et combien de temps tu t'es donné entre le moment, entre la décision et puis le départ de l'UTMB? Combien de temps tu t'es donné pour réaliser ton objectif? Quand je termine tout ce travail psychologique en 2009, ça se conclut par la petite trotte à Léon avec 2 copains. Ah oui. C'était une remise en route, quelque part, il y avait déjà quelques mois, mais on était moins en mode compétition. Une petite trotte qui n'en est pas une. Une petite trotte qui n'en est pas une, de plus de 300 km sur les sentiers du Tour du Mont Blanc. Oui. Et là, on part vers quelque chose d'une remise en route, parce qu'on est à 3, ça se termine bien. Et à partir de là, j'ai listé précisément qu'est-ce que j'avais besoin d'avoir pour faire top 10 à l'UTMB. Qu'est-ce que mon véhicule doit avoir? C'est quand même le véhicule physique qui fait ses 170 km, c'est pas autre chose, avec un pilote à l'intérieur. Donc j'ai listé précisément et je suis parti un peu au charbon pour me forger ce véhicule et ce pilote. C'est quand même un assemblage. Vous avez la voiture capable d'être champion du monde. Si vous mettez pas Sébastien Loeb-Delan, si vous mettez Stéphane Brognard, vous serez pas champion du monde de rallye. Et inversement, vous mettez Sébastien Loeb dans une piètre voiture, il sera toujours meilleur d'ailleurs qu'avec un gars, avec un piètre pilote, avec une super bagnole. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, j'ai vraiment travaillé tout ce truc. Et donc, là, on est en 2009, ça se met en route. Ça monte crescendo pour arriver. Alors, j'aurais aimé l'année d'avant, mais l'année d'avant, je mets 24 heures tout pile et je finis 14e. Donc, on n'était toujours pas dans les clous. Je n'avais pas cette crédibilité pour être capable de dire que ces gens ont eu tort de me parler comme ça. Et donc, effectivement, l'effet a été escompté. Et je vois bien que quand je suis revenu à un équilibre, parce que j'étais tombé dans 30 heures par semaine d'activité physique, j'avais même quitté mon travail d'avant, j'étais parti dans une école d'aide-soignant, etc., etc. C'était infernal, quoi. Mais il fallait ce déséquilibre pour que quand je reviens à l'équilibre, je vois bien que ça a une sérieuse incidence sur ma vie professionnelle et sur ma vie familiale. Au point que sur ma vie professionnelle, effectivement,
les gens ont commencé à être attirés par l'idée de se dire « Ah, dis donc, finalement, tout ce qu'il nous a rabâché, on s'est un peu tous moqué de lui au départ. C'était quand même un tocard, n'ayons pas peur des mots. Il a quand même fait top 10 à l'UTMB, en nous racontant toutes ces salades depuis tant d'années, qui en sont peut-être un peu moins d'ailleurs, et puis en plus, la deuxième cause noble a été maintenant, il faut que je prouve que ma méthodologie fonctionne. Peut-être que ça me donnera pour pouvoir quitter le milieu professionnel et faire mon propre métier. C'était ma deuxième cause noble. Je remets des années. L'année d'après, je fais TDS 5e, toujours avec la même méthode. TDS, Transéduc de Savoie, qui est une petite sœur à l'Ultra Trail du Mont Blanc, cette fameuse course qui fait tout le tour du massif du Mont Blanc fin août. Là, on est en 2015. 2016, j'enclenche Diagonale des Fous, pareil, parmi les gens de devant, etc. Et donc, là, il y a vraiment du crédit, au point que je quitte l'hôpital pour m'installer en tant que coach, on dit, j'aime pas trop ça, mais pour commencer à accompagner des personnes. Donc là, à ce moment-là, tu avais conscience que la méthode que tu avais mise en place durant toutes ces années, elle fonctionnait. Elle fonctionnait et que tu avais envie de la partager. Et j'avais envie, et même, n'ayons pas peur des mots, que ça devienne mon secteur professionnel, oui. Clairement. Et que seulement si je voulais faire progresser la méthodologie, ce n'est pas juste en me l'appliquant sur moi-même que ça allait suffire. Que pour être capable de la faire, pour la nourrir, un peu comme une IA, j'ai envie de dire, pour faire un parallèle, ça fait partie de notre environnement, il fallait que je la confronte, et il fallait que je la fasse enrichir par d'autres problématiques, d'autres cas que le mien. Et que actuellement, la méthodologie, et tu le sais très bien, a sérieusement évolué dans le temps pour en arriver à quelque chose de très fini. Elle est loin d'être finie, certainement, en tout cas j'espère, mais d'avoir vraiment évolué, elle ne s'est fait que grâce à cette enrichissement de la part des athlètes accompagnés, et que quelque part en permanence les athlètes de l'année dernière ou les personnes, les chefs d'entreprise maintenant, etc., l'année dernière, l'année d'avant, ne font toujours que d'essuyer les plâtres finalement. Ils enrichissent. Le plâtre commence à être meilleur, mais finalement on est un peu là-dedans, et on voit bien que c'est grâce à tout ça j'ai réussi à en vivre. Et pour faire évoluer mon professionnel, un jour je me dis on me demande de donner une conférence dans le Valais suisse. Là, on est en 2017. Je donne une conférence dans le Valais suisse. Voilà, Monsieur Brognard. 2015-2016. Voilà, Monsieur Brognard, vous avez fait top 10 à l'UTMB, vous êtes francophone, etc. Vous êtes plusieurs comme ça, on vous contacte. Nous réunissons dans l'Assemblée nationale du Valais suisse. On réunit des personnes qui font partie, mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise dans cette assemblée. Et on aimerait vous inviter, ou vous êtes le seul à répondre positivement. On vous demande de venir nous raconter votre histoire. Alors moi, j'arrive bonnement un peu sportif de haut niveau, où on flatte encore beaucoup son ego, malgré qu'on y mette derrière toute une méthodologie, des belles histoires, qui est le moteur principal, mais que dès qu'on nous donne la possibilité, on reste des hommes, mâles de l'espèce humaine, avant 40 ans, il y a encore des fois l'ego qui vient un peu taper fort, et notamment quand on lui demande de venir parler comme ça en Suisse, qu'on nous invite, qu'on nous attend à la sortie de la gare. Bon, voilà, ça fait partie du moment. Puis je raconte mon histoire de sportif de haut niveau, de méthodologie en minimisant totalement les parts d'incertitude et d'être très performant dans un domaine, être capable de courir très vite du point A au point B. Le sport de haut niveau, le sport en général, le sport codifié n'appuie que sur un seul et unique élément. Enfin, on fait tout pour qu'il y ait un seul et unique élément qui ne soit mis en lumière. Et les autres, on fait tout pour les anesthésier, ou auquel cas, tant pis pour vous si vous n'avez pas été capable, parce que tout est possible de les minimiser pour qu'on ne mette son énergie que sur un seul et unique élément. Sportif, codifié. Je raconte toute cette histoire qu'on vient de se dire là, et qu'à la fin de la conférence, du show, on va dire, quelqu'un vient me voir et me dit « Écoutez, monsieur, c'est sympa votre truc là, en plus les Suisses par rapport aux Français, bon, bref. » Il me dit « C'est sympa votre truc, mais je vais vous expliquer quelque chose. C'est bien beau toutes vos théories, mais vous nous expliquez un truc qui n'existe pas dans le monde de l'entreprise. Un mec comme ça n'existe pas dans l'entreprise. » Alors il dit « C'est sympa de vous écouter. L'histoire est sympa, puis la manière dont vous le dites, c'est rigolo. » Mais il dit « C'est pas ça le monde de l'entreprise. C'est pas du tout ça. C'est un aventurier, le monde de l'entreprise. L'aventurier, on va pas le juger sur sa capacité à avoir été très bon dans un domaine. C'est pas ça. Un aventurier, comment il fait pour faire face à tous les problèmes qui arrivent tous les jours, pour quand même parvenir à l'objectif ou à ce qu'il a voulu. Et d'ailleurs, Mike Horn, j'ai envie de vous dire, s'il avait fait l'Attitude Zéro et le Tour du Monde, ce qui lui arrive aucune embûche, ça aurait jamais fait un best-seller. Et qu'il ait mis 17 mois, ou qu'il en ait mis 15 ou 23, le seul
Totalement. Et le seul truc qui nous intéresse, c'est comment il a fait face aux toutes les parts d'incertitude qui sont tombées sur le plateau. C'est le seul truc qui nous intéresse et qu'il est quand même revenu au point de départ. Et là, il t'a piqué, le gars, quand même. Et là, m'a piqué. Ah oui. Mais je garde je le mets sous la poche parce que je suis encore... et d'ailleurs, quelques mois après, je fais dans les premiers à la Diagonale des Fous. Donc, et en revenant de la Diagonale des Fous, je sens que j'ai quand même bien assouvi ma cause noble personnelle. Il y a des gens qui étaient d'avoir des personnes à avoir qui se rapprochent de moi pour être accompagnés, qui me permettaient déjà d'imaginer peut-être même déjà quitter mon travail. Ce qui a été le cas. Je quitte mon travail à l'hôpital, je commence à accompagner les personnes, à les aider, à tenter, à mettre en place quelque chose. Et ça y est, la matière première arrive, enrichit la méthodologie, etc., etc. Et puis, je suis dans cet aéroport en retour de la Diagonale des Fous, qui est une grande traversée de l'île en courant. Et puis, je me dis, j'ai assouvi ma cause personnelle, là. Il y a du monde. Et je sens que le travail, mais en tout cas, il faut que je reprenne cette histoire, et notamment dans le domaine professionnel, d'écrire une partition. Dans le domaine pro, pas dans le domaine développement personnel, dans le domaine pro. Et là, ce gars, de quelques mois en arrière, revient à la surface. Et mec, quand tu seras aventurier, tu pourras donner des conférences, tu pourras parler en entreprise, tu pourras peut-être embellir ton secteur professionnel. Cause noble personnelle, augmenter mes capacités, ma force de frappe, on dit peut-être comme ça. Ouais, c'est ça. De mon domaine professionnel, en allant donner des conférences et en ayant de la crédibilité, ramener ma fraise sur l'organisation de quelque chose. Et là, j'ai listé les ingrédients. Il m'a dit, mais tu sais ce que c'est que de prendre un virage à 90 degrés, toi ? Tu es en train de faire du papier WC, il demande éventuellement, tu dis qu'il faudrait peut-être faire du papier pour les notices de boîtes pharmaceutiques. Il dit, il faut être capable. Hein. Prendre un virage à 90 degrés, quand tu es chef d'entreprise, je vais dire, tu connais ça toi, mec ? Est-ce que tu connais le travail en équipe ? Il m'avait déjà listé tous les ingrédients nécessaires pour réaliser quelque chose. Donc moi, je me suis dit, bon, il faut que j'apporte un crédit à tout ça. Donc je liste tout ça. Et je cherche un événement qui pourrait mettre totalement en lumière tous ces ingrédients, qui pourraient me faire devenir aventurier, qui pourraient me faire devenir communicant, consultant presque en entreprise, pour embellir mon secteur professionnel, pour trouver un équilibre qui me permettrait de pouvoir vivre plus décemment, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on est loin de bien gagner sa vie quand on commence à accompagner quelques personnes dans le trail running. Voilà. Et à partir de là, je cherche. Et je commence à chercher des épreuves. J'avais pensé à gravir, parce que plus jeune, j'étais en classe montagne, à gravir la plus longue voie d'escalade qui existe sur Terre, en Amérique du Sud, etc. Et puis, mais je regarde, mais ça ne comportait pas tous les ingrédients que ce gars m'avait listés. Et je cherche. Puis je dis, bon, virage à 90 degrés, il faut que ce soit à base de sport outdoor. C'est ma cam, c'est le sport outdoor. Il faut que je trouve quelque chose dans ce domaine-là. Ok, il faut que ce soit dans l'eau. Je suis sur Terre, je suis en montagne. Ce sera la mer. Je regarde budgétairement faire la mini transat. Mais ça comportait pas tous les éléments. L'aspect physique, même si c'est très physique, attention. Mais il fallait qu'il y ait vraiment un voyage très long, quoi. Il faut où on sente que le mec est passé à l'épreuve, quoi. Il est passé dans la grotte et un paquet de temps, quoi. Donc je cherche. Et d'un seul coup, je découvre, comme ça, hein, sur Internet, en 2017, les épreuves à la rame, quoi. Rame océanique, rame Guyane, un gars organise avec plusieurs petits bateaux tous ensemble qui partent traverser de Dakar à la Guyane, d'Aboville, Mont-de-Fontenoy. Je dis non, c'est pas possible. Non, stop, c'est irréaliste, ça va pas ou quoi. Et par contre, j'ai beau stocker, j'ai beau regarder tous mes ingrédients, c'est le seul truc qui correspondait. Donc je suis sorti de cet aéroport en 2017, on est au mois d'octobre 2017, et je dis, je mets sur mes réseaux sociaux, ma cause noble était toute trouvée, il fallait que j'augmente mon capital, machin, et ça passera par traverser un océan à la rame. Mais t'es complètement dingue, ça y est, tu te sens cramé en trail, alors ça y est, tu veux faire autre chose. Non, mec. Alors, leur expliquer tout ça, c'était compliqué. Alors, ça passe par une cause noble, une liste d'ingrédients. Leur expliquer ça, ils n'ont pas le niveau intellectuel. C'est pas qu'ils n'ont pas le niveau intellectuel, mais leur expliquer ça à des sportifs qui me suivent. La plupart des gens qui me suivaient, c'était des trailers qui passaient leur temps à essayer de trouver une justification parce qu'ils mettaient un dossard, mais ils essayaient toujours de se rassurer. Derrière, ils se raccrochaient aux branches. Il y a le copain qui y va, et puis si je suis dans le premier tiers, si je suis devant la première femme, j'ai l'impression d'avoir gagné au loto. Bon, ok, si tu veux. Alors, on va leur expliquer toute cette démarche. Même que j'aurais peut-être dû d'ailleurs, hein, attention, je prends peut-être les gens pour des nigauds qui ne le sont pas, mais je sentais bien que leur expliquer tout ça... Toi, t'as préféré l'éprouver. Exactement. Avant. Et une fois que
De nouveau, c'était ma troisième cause noble, je mets ça dans la matière, en ayant des petites causes nobles intermédiaires d'ailleurs, très sympa, c'est bien qu'on en parle quand tu listais un peu mes épreuves. Il arrive un moment, je me suis dit, tiens, la traversée de l'Atlantique, et si elle se faisait 100% Vosges? Alors, elle s'en ferait jamais 100% Vosges, j'avais besoin d'un apport psychologique, technique, et même d'idées ou de compétences qui viennent surtout de Bretagne, hein, et voir des frères de Rome, qui sont l'équipe basée du côté de Morlaix, là, qui m'ont donné un énorme coup de main, et puis des rencontres incroyables. Bref, mais si la plupart de tout ce qui a été fait pour que ce bateau traverse par des Vosges, incroyable quoi, récupérer une coque et tout installer à l'intérieur, tout faire dans les Vosges, mais bon, elle est tapée, c'est comme ça qu'on parle hein, quand on parle de sponsoring. Des Vosges et même du territoire de Belfort. Et même du territoire de Belfort, parce que, bah oui, n'oublions pas que, mais qui était un Vosgien à la base, hein, qui a bien donné un gros coup de patte. Et là, je me dis, bon, comment faire? Mais bon, bonjour, je m'appelle Stéphane Brognard, je cours vite sur 160 km en suivant un balisage, je veux traverser l'Atlantique à la rame, est-ce que vous voulez bien m'aider techniquement, humainement, physiquement et financièrement? Mec, t'es pas... Donc, je me suis dit, bon, il faut que je trouve, et là, j'ai refait pareil, j'ai listé les ingrédients. Concerner tous les Vosgiens, leur montrer que je suis capable peut-être de partir de autre chose dont on est loin d'être sûr, etc., etc. Et c'est comme ça qu'est né le Tour des Vosges en ski. Sortir de tes montagnes. Hein. Exactement. Et là, j'ai commencé à faire tout le tour des Vosges en ski roue, en suivant la route la plus proche du département. En ski roue, hein, donc rien à voir avec ce que je faisais quelque part. Et là, on s'est dit, Et après... Mais là, on est dans la méthode Veolia. Hein. Oui, on est dans la méthode, mais c'était quand même une petite cause noble. Il faut que je montre à tous les Vosgiens que je suis passé aventurier. Au point même que j'ai jamais eu 360 degrés autour de moi. Hein. Quand je suis au milieu du lac de Gérardmer en train de nager, pardon, mais je vois toujours les bords. Hein. Et quand on va en mer, bon, on va pas trop loin parce qu'il y a toujours une moto qui veut dire, monsieur, à partir de la bouée là, bon, on revenait à la nage parce que j'étais bon nageur. Donc je me dis, bon, il y a un truc qui est facile, qui ne demande pas grand-chose. Donc je suis parti de Marseille jusqu'à Camby en kayak. Et à partir de là, on a porté un certain crédit, quelque part, dans les étapes, pour pouvoir obtenir le matériel, acheter le bateau et tout mettre en route. Et la plupart des gens, mais qu'est-ce qui va traverser l'Atlantique à la rame? Et là, j'ai commencé à me dire, bon, là maintenant, je peux expliquer les choses. Et en plus, que quand j'ai fini de traverser, j'avais un véritable crédit, et d'une, pour expliquer tout ce qui m'arrivait depuis 2009, et que les gens, mince, nous on croyait que tu te levais un matin, tu dis, tiens, je vais traverser ça. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, moi, en tout cas, je ne me vois pas être capable de ne pas justifier chaque geste, chaque truc que je fais. Je vais être capable de l'expliquer. Oh, je fais ça comme ça. Alors, je ne fais pas ça comme ça. On ne fait pas les choses comme ça, quoi. Et donc, on doit être capable de non, ça passe par une réflexion personnelle et philosophique. Ah oui, Stéphane, n'oublie pas la tarte, s'il te plaît. Al dente. Nickel. Donc là, préparation de la traversée de l'océan Atlantique à la rame, en solitaire, ouais. Sans assistance. Ouais, alors, un peu d'assistance. Non, on peut pas dire le sans assistance, c'est un mot qui est très compliqué même à évoquer quand on fait de la rame océanique. Alors pour deux raisons. La raison, c'est que la rame océanique est un sport très facile. On ne fait qu'accompagner une dérive totalement naturelle. Les courants. Je ne mets pas un seul coup de rame entre El Hierro, qui est une petite île totalement à l'ouest des îles Canaries, on est très bas, hein, c'est Espagne, mais c'est très africain quand même, jusqu'à la Martinique. 150 jours après, le bateau va finir par être pas trop loin de la Martinique. Hein. On a envie que ça dure un peu moins longtemps que 150 jours, et ben on met des coups de rame. Alors si on est aidé des vents et des courants, alors des vents, ça aide bien, même si le niveau de portance d'un bateau de rame océanique est quand même d'1,50 m au-dessus de l'eau à tout casser. En plus, il y a une petite bulle, ça aidait, mais bon, guerre. Mais surtout le courant et le vent. Alors si on est un petit peu aidé, autour des 50 jours, en mettant à 10-12 heures de coups de rame par jour, on arrive en une cinquantaine de jours. Enfin, là, en t'écoutant, on pourrait presque croire que tout le monde peut le faire. Alors, on pourrait croire que tout le monde pourrait le faire, et j'ai envie de dire que oui, pourquoi pas, il faut une si solide raison de le faire. Que tout le monde puisse le faire sur l'aspect purement physique, je peux dire que tout le monde pourrait le faire. Ça... les compétences physiques de traverser un océan à la rame ne sont pas du tout celles qu'il est nécessaire d'avoir pour faire top 10 à l'Ultra Trail du Mont Blanc, soyons clairs. On n'est pas du tout dans la même chose. Mais on est dans un engagement total. C'est-à-dire que pendant 72 jours, moi en l'occurrence, avec des vrais creux de vagues en termes de temps, nécessite aussi tout un tas d'autres choses qu'il faut être totalement aligné et être capable de se le justifier. Et j'en reviens à l'idée de sans assistance. Vous mettez un bateau, n'importe quel voilier, sans aucune voile dehors, le niveau de portance,
lui permettrait d'aller beaucoup plus vite rejoindre l'autre côté sans mettre un coup de rame ou sans mettre une voile, et que s'il veut une assistance, rester à proximité, il faudrait y aller à faire des ronds autour parce qu'il serait trop emmené à coup de moteur de revenir, et avoir une réserve de gasoil capable de tenir 72 jours. Donc voilà, l'assistance est totalement impossible, j'ai envie de dire. Alors l'assistance, comme on l'entend, quelqu'un qui vous assisterait à vous donner un petit coup de main, je sais pas, à vous donner la béquille le soir ou je ne sais pas quoi, bon, déjà perdrait totalement de son charme dans l'idée de vouloir partir, mais en plus, il y a possibilité, parce que ça c'est quand même quelque chose en mer qu'il faut bien se dire, c'est-à-dire qu'on n'appuie pas sur un bouton ou on n'appelle pas le 15 en mer. En mer, si véritablement on justifie envers soi-même, donc autant dire qu'il vaut mieux des fois avoir une sérieuse bonne raison, parce que quand on appuie sur le bouton avec une mise en route satellitaire qui se déclenche dans un rayon assez proche, puis de plus en plus loin, va concerner tout un organisme, une chaîne se met en route, avec le cross, le machin, le truc, au point de dire que le bateau le plus proche va se détourner pour venir voir ce qui se passe et peut-être vous porter assistance. Donc généralement d'ailleurs, les marins ont tendance même à y appuyer beaucoup trop tard hein, sur ce fameux bouton, ou auquel cas, c'est des fois un peu le risque dans la rame océanique que monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, trouvent quand même le moyen de se retrouver au départ. Mais attention, hein, psychologiquement, déjà de se retrouver au départ, c'est déjà quelque chose. Mettre le cul dans le bateau, parce qu'on peut parler de cul dans le bateau hein, quand on traverse à la rame à l'océanique, et qu'on craque assez rapidement, on passe vraiment pour un blaireau. Et est-ce qu'on a envie de passer vraiment pour un blaireau? L'effet escompté de vouloir avoir été traversé l'Atlantique, il est vite réglé. Moi-même... Donc là, tu viens de calmer en 2 secondes hein, tous ceux qui se sont enfermés il y a 3 secondes. Quoi. C'est un peu ça, ouais. Mais c'est possible, c'est tout à fait possible, mais l'engagement est total. L'engagement est véritablement total, et moi, dans mon cas, en plus, c'était véritablement une deuxième vraie rupture dans ma vie. C'est-à-dire que je vois bien que ma vie familiale d'avant, personne ne se fâche, mais tout le monde est en train de s'éloigner dans ses aspirations. Mais comme tout à chacun, toi, Boris, on peut être les meilleurs amis du monde pendant 10 ans, et que nos aspirations personnelles s'éloignent, et qu'on se retrouve à s'appeler plus qu'une fois tous les 6 mois. On ne s'est jamais fâché, mais nos aspirations communes ne le sont plus, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et finalement, il y a un alignement des planètes qui est quand même assez bon, parce qu'il faut quand même un certain alignement des planètes pour partir comme ça 72 jours de sa vie, et de la mettre entre parenthèses, mais de vivre la plus belle des aventures de liberté, la mer, c'est quand même cette caractéristique. Pour le coup, c'est pas bon, allez, je me force à laisser mon téléphone portable dans une boîte et puis je le reprendrai que 24 heures après. Non. Tiens, je vais louer une petite cabane où il n'y a pas de réseau Wi-Fi pendant 2 jours. Non. Là, vous pouvez, même avec les communications modernes, on est physiquement dans un cloître avec des murs très hauts, très épais, totalement verrouillés. Et puis, envie de te dire, démerde-toi. Et là, finalement, on se retrouve à construire un nouveau monde. Et moi, en l'occurrence, j'ai mis à peu près 11 jours. Alors, pourquoi 11 jours? Les 4 premiers jours, j'ai pris une vraie tempête. Alors, dans un petit bateau comme celui-là, ça a un avantage, c'est qu'on a assez peu de casse, parce que finalement, il y a assez peu de contraintes de force. Mais on se retrouve quand même à flipper, à pas vouloir le mettre un poil de travers, sinon c'est machine à laver. Et les situations de ce style arrivent très souvent. Au point que, exactement dans la même situation, à peine 24 heures après le départ, l'année d'après, moi, on n'a jamais retrouvé le bonhomme, quoi. Il a dû sortir à un moment un peu compliqué, ce même type de tempête, on n'a retrouvé que le bateau. Donc, c'est aussi ce genre de risque. Par contre, derrière, j'ai déroulé quelque chose où il a fallu que je me réapprenne une nouvelle vie. Et ça, c'était pas anodin. Ça veut dire qu'on casse totalement tout. Alors, là, je parle à ton retour. Non, pendant. En mer. On démonte tout. Oui. Alors, c'est très marrant parce que je vais dire une énième fois cette phrase que j'ai dit, mais je ne trouve pas de meilleur exemple. Stéphane Brognard est totalement resté Stéphane Brognard. Toutes les personnes qui traversent, même pendant 20 jours à la voile, comme ça peut se faire, comme de faire une transat de 5-6 jours, ou même un peu plus longue quand même, au moins 15-20 jours, que ce soit à la voile, ou que ce soit à la rame, ou que ce soit n'importe quoi en mer, on voit bien quand même qu'on reste totalement les mêmes, mais qu'on a utilisé les mêmes pierres, on a quand même sensiblement bien démonté sa maison, on a repris les mêmes pierres, et on l'a bien remonté de façon un peu différente, peut-être plus solide sur des secteurs et compagnie. Ça a vraiment été mon cas. C'est un bel exemple.
C'est un bel exemple, alors que j'ai tellement rabâché que ça faisait rire à peu près tous mes amis et ma famille quand je le disais, mais je n'ai pas de meilleur exemple. C'est-à-dire qu'on ne revient pas totalement transformé, on retrouve vite sa vie, même si on a l'impression que tout va beaucoup trop vite. Enfin, en moi, en tout cas, quand je suis revenu de 72 jours de traversée de l'Atlantique à la rame, pourtant je suis quelqu'un de... Ouais, je n'ai pas une minute à moi, je suis très occupé toute la journée, je vais même un peu plus vite, j'essaye même de faire rentrer 25 heures en 24 heures. Je suis un peu de son tempérament-là. Je parle beaucoup, je suis très actif, voilà. Et là, dans ce coup, je me retrouve dans une situation où, mais bon sang, tout le monde va beaucoup trop vite, beaucoup trop vite. Et non, j'avais trouvé quelque part, on s'offre une totale liberté de faire exactement, je connais parfaitement maintenant mon cycle naturel. Moi, c'est debout à 3 heures du matin, et c'est 15 heures, 16 heures, extinction des feux, 18 heures, je dois être au lit, et à 3 heures du... C'est un rythme qui me va très bien. D'ailleurs, c'est un rythme que j'ai adopté au bout de 11 jours. J'ai arrêté de me voiler la face, dire bah non, je vais ramer que quand il fait jour. De toute façon, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, en pleine mer, de l'eau, c'est de l'eau, des rames, c'est de la rame. Enfin voilà, c'était même d'ailleurs un moment assez sympa. Donc j'ai fait 5 fuseaux horaires, mais grosso modo, quand à 3 heures du matin, là, je me mettais dans cette ambiance incroyable, avec ce ciel incroyable, on a l'impression que, exprès pour vous, ils ont mis 4-5 couches d'étoiles et pas qu'une seule, comme on voit chez nous, et que j'étais là à sentir la dureté de l'eau. Alors, ça peut vous paraître totalement incroyable, 72 jours, 60 mers différentes, 60 couleurs différentes, alors que c'est toujours un 33 tours énorme autour de soi, hein, on est 100 au centre, mais des couleurs, des duretés d'eau différentes, et à la rame on le sent parfaitement, tout était différent. Donc des vents, des courants d'air, des houles, des types de vagues, des types de chemins dans la mer, ça paraît incroyable, mais c'est comme ça, quand on y passe 24 heures sur 24, surtout au ras de l'eau comme ça, en marche arrière, à l'aviron, et là d'un seul coup, j'avais ces 2-3 heures où j'étais vraiment concentré sur cette qualité de l'eau, sur cette qualité du vent, sur ce courant ou pas de courant, pour avoir des informations les plus précises possibles à donner à mon routeur. Donc quand on dit sans assistance, oui, sans assistance physique. L'assistance, c'est le routeur. Mais il y a quand même un routeur 24 heures sur 24 qui vous donne cette tendance, qui vous donne ces petits points à rejoindre virtuels chaque jour, comme le petit pousset. On va dire, le prochain point, c'est la Martinique. Donc, ah non, Stéphane, machin, va rejoindre ce point. Et là, ce coup, on rentrait dans un jeu, etc., etc. Donc, il y a on va dire qu'il y a une forme d'assistance. Je ne suis absolument pas un marin. J'aurais pu très bien partir avec une VHF qui est un bateau à proximité, transmettait comme d'Aboville des messages de bateau en bateau. J'aurais pu partir avec ça à Sextant et utiliser les étoiles. On aurait pu imaginer ce genre de projet. C'était pas du tout l'idée. On n'était pas du tout là-dedans. On est parti avec du matériel très moderne, très compétent, qu'on retrouve actuellement, les AIS et compagnie, enfin, qu'on retrouve dans tous les bateaux, les GPS, tout était vraiment très fonctionnel. Donc, un routeur, et tous les jours, 3 heures du matin, 15-16 heures, quand ça commence vraiment à faire chaud, au moment où il y avait ce petit décrochement, c'est-à-dire que je ramais, et tous les jours, il y avait la lumière du matin. Alors on voit ça, tous les matins, je voyais en face de moi quasiment, toujours à peu près au même endroit, hein, ouais, j'ai vraiment fait une parallèle à l'équateur, et je vois ce soleil se lever, machin. Et des fois, mais ça se joue en quelques minutes. Quand on est 24 heures sur 24 dehors, toujours dans la même situation, plus ou moins la même situation, hormis les types de mer qui changeaient, j'ai eu pendant 72 fois ce soleil comme ça, et en moins de 10 minutes, il y avait un vrai changement. On passait de la lumière du matin à la lumière de l'après-midi, très précisément. On sentait tout ça. Donc c'est des moments très privilégiés, c'est-à-dire la moindre chose dans un si petit bateau, le niveau d'attention de chaque centimètre carré, de chaque moment, de chaque seconde, et on est ici et maintenant, et j'ai même des fois tout doucement réduit les quantités d'appels, par exemple. On est dans des situations qui sont pas toujours rigolotes quand on est en mer, hein. Faut pas non plus se leurrer, c'est pas farniente, mis à part sauter avec 4 km d'eau en dessous de soi, le soir un petit peu, ou de temps en temps des petits moments de détente ou quoi que ce soit. Dès qu'on avait son pilote, sa tête, ailleurs que dans la situation, pas toujours rigolote des fois dans laquelle on était, on la mettait dans un coup de téléphone, même rapide, dans le salon d'un ami, ou dans le fin fond d'un podcast en cherchant des idées de compréhension de je ne sais quel truc, en ayant pris des podcasts, et que quand je revenais à la réalité, la violence m'a fait que j'ai carrément anesthésié ce truc-là. Je dis non, accepte chaque instant pour ne pas avoir ces doses de souffrance, quoi. Alors justement, à quel moment tu te dis, ok, là, l'aventure, j'y suis. Cette aventure dont cette personne en Suisse t'avait challengé, t'avait un petit peu, voilà, il t'avait un peu, oui, challengé, piqué, exactement.
À quel moment tu te dis ça? C'était avant le départ, pendant, en mer, en fonction d'éléments, à l'arrivée? À quel moment tu te dis, ok, là, l'aventure, je suis un aventurier cette fois-ci? Je suis bien trop naïf, voire ras des pâquerettes, pour avoir la capacité d'imaginer que j'allais faire une aventure de ce niveau-là. Une forme de naïveté naturelle ou une inconscience. Ou juste regarder ailleurs, quoi, en fait. Ouais, voilà, bon, ça va aller, il y en a d'autres qui l'ont fait, ça ne va pas être si compliqué que ça. Les 4 premiers jours, là, je me suis dit, mec, là, t'y es passé, là. Alors, on n'a pas le sentiment d'être un aventurier quand on voit bien que même la peur nous fait ni chaud ni froid. On n'est même plus. Je sais maintenant dire que quand on a peur, il y a encore de la marge. C'est presque bon signe la peur parce que on a encore des notions qui nous permettent d'avoir le cerveau qui se préoccupe éventuellement. Ah, attention, j'ai eu peur. Hein. Il y a le cran juste au-dessus, l'ultra-vigilance. Je le souhaite à personne, c'est pas marrant. Où on sent très très bien et qu'on n'a aucun problème avec ça, d'une seconde à l'autre, on peut juste y passer. Ça peut basculer. Ça peut basculer. On le sent. Enfin, je veux dire, je ne pensais pas un jour, quelqu'un aurait bien pu me dire ça. Ouais, peut-être. Non. J'ai vécu ce truc-là pendant 2 jours et demi, plein. C'est le cœur de cette tempête-là. Là, je sentais bien qu'il fallait à tout prix que le bateau, que de temps en temps, quand il partait comme ça, il se mettait aux 3 quarts, il partait en machine à laver. Je trimballais là-dedans, je tapais 2 fois la tête, c'était terminé. J'étais combinaison de survie casse toute la journée. Je suis sorti 2 fois, une fois pisser, une fois chier, et puis de temps en temps, juste régler pour rester face à la vague. De temps en temps, il y avait la vague qui coupe. Et c'était en permanence. Je dis, bon, ok, allez. C'est comme ça, j'ai mis tous les coussins, toutes les affaires, j'étais comme ça, j'ai passé 2 jours et demi à attendre, allongé totalement sur ma couchette. Je me dis, mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Je vais y passer. Bon, ben voilà, je vais y passer. Les êtres humains, c'est pas ce qui manque sur Terre, c'est pas grave, un de plus, un de moins, sauf que ça tombe sur moi, mais bon, voilà. Mais voilà, c'est comme ça qu'on se parle, hein. Soyons clairs. J'ai pas le temps de penser que je suis un aventurier. Je ressors de ce truc-là, et là, d'un seul coup, je dis, putain, mais il faut que je me tire de là, merde. Et je vois bien que je suis descendu Cap Sud, que j'ai quasiment avancé de rien du tout. Tu devrais aller à l'ouest. Je dois aller à l'ouest complet. Waouh. Et là, je suis pris, t'es envahi complet. Et il s'agit... c'est bon les gars, ok, pousse. C'est quoi ce bordel? Non, c'est pas jouable ça. Oh bordel. Bon, on va mettre un truc en route. Donc j'y suis vraiment là. C'est plus, on installe le bateau, on fait les fanfarons, on se trimballe avec la voiture, avec un gros bateau derrière. On va à un festival de Millau sur la route, on s'arrête. Tu as presque un héros parce que tu pars avec un bateau, et loin d'avoir fait quoi que ce soit. Tu t'imagines 2-3 trucs parce que tu as été voir sur YouTube, tu as 2-3 mecs qui t'ont raconté des trucs. Bon, grosso modo, tu te fais presque à l'idée de savoir ce qui va t'arriver. Bon, tu as déjà presque l'impression d'avoir vécu 2-3. Ah non, mec. Et puis quand tu regardes sur le petit point sur la carte 1 fois, 2 fois, c'est sérieux l'histoire. Et là, on est entre le 5e et le 11e jour. Et là, je tente de mettre un truc en place sans trop regarder, même tu es obligé de mettre 1 point 2 fois par jour sur une carte papier. Pour les gens qui ne savent pas, ça peut paraître précaire, mais tu mets ta carte sur le point papier, puis ça te fait un beau souvenir, ça fait un beau poster à la fin. Et je me dis, bon, et puis arrivé au 11e jour, je dis, mais bordel. Et, tu vois ce que tu viens de vivre là? Alors, il y a eu ces 4 jours de tempête, ok, très bien. Il y a cette mise en place. Et le 11e jour, il m'arrive à faire un truc un peu particulier. Je suis rarement malade, je me souviens pas avoir vomi, même une fête étudiante éventuellement. Voilà. Le 11e jour, un peu particulier, je me vide totalement. J'avais mangé des pâtes bolognaises à vomir sur un bateau en lyophilisé. Sympa. C'est ça, c'est un supplément d'âme pour le nettoyage. Il y en avait, mais intérieur, sur le partout. Vomir, vraiment chier partout, vomir de partout, je saignais du nez en même temps, mais un truc immonde. Mais anesthésié complet. Et là, je sentais que effectivement, en moi, j'étais peut-être encore terrien, à faire peut-être le fanfaron, je vais traverser l'Atlantique à la rame. C'est comme ça que ça se passe, hein, dans son fond intérieur. Et là, d'un seul coup, tout s'est aligné, dire, attends mec, on va te mettre un coup de batte de baseball pour te rendre compte que là, tu es vraiment mec. 11e jour, c'est vraiment la barrière, quoi. À partir de là, je dis, bon, ok. Là, quelque part, on fanfaronne plus. Et puis, il n'y a personne qui te regarde. Tout le monde s'en fout. Et d'ailleurs, au bout de 11 jours, on est déjà en train de se dire, le monde tourne sans Stéphane Brognard à bord. Hein. Parce que là, je suis à bord. Là, tu prends une claque, quand même. Une vraie claque. Une vraie claque. Parce que là, actuellement, sur Terre, j'ai l'impression que j'influence le fait que la Terre, elle tourne. Hein.
en permanence, chaque jour. Quand on est terrien, j'ai des responsabilités, des rendez-vous, des obligations. La Terre, elle tourne un petit peu grâce à moi. Hein. Ah bah alors là, j'ai vite compris qu'elle tournait. La mer se fout totalement que vous êtes là. Tout se fout que vous êtes là. Vous recevez à peine de messages, vos amis, bon, il est là-bas, ils vous suivent sur Internet parce qu'ils voient des points clignotés. Mais franchement, demain, le bateau coule. Ah ouais, mais franchement, la Terre, elle... Et là, on s'en rend vraiment compte. On ne sert à rien, on n'est rien du tout. Complètement. Bon. Et il y a ce 11e jour. Et je suis le seul à pouvoir me tirer de cette situation de merde dans laquelle je me suis foutu. Mais on se parle comme ça sur ce bateau. Eh ben, feu, mec, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? C'est là où on va voir, ben, tu mets tes couilles sur la table et t'y vas. Pardon pour les mots un peu... Mais c'est comme ça qu'on se parle dans son fond intérieur quand on est à bord de ce bateau. Tout va bien, on est sur Tokyo Radio. Et pas chez France Inter, donc c'est OK. Ouais, c'est pile poil ces moments-là. Et à partir de là, ben, on y va. Et à partir de là, on organise les choses pour, pas optimiser, mais pour ne plus être dans tout un tas de cerveaux. Ici, maintenant, un mini cloître, 7,60, 1,60 de large, une partie habitation, un poste de travail, du matériel derrière, et on organise sa journée, et on doit se tirer de là. Terminé. Qu'est-ce qu'on met en place? Bam, 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 on organise les choses, et c'est parti. Bam, bam, on met des routines en place, l'être humain adore les routines, on met un vrai cadre, on met une vraie organisation, un moment de vie, ça y est, l'organisation était en place, j'avais une nouvelle vie. Et qui n'était pas là pour me permettre de... Non, qui me permettait d'avoir un cadre, une rigueur, essayer de respecter les 14 besoins fondamentaux d'un être humain, y compris peut-être un petit espace de me sortir de ça. Je m'autorisais des moments de détente qui duraient des fois 4-5 minutes en fin de journée, avec une pomme, une orange que j'avais prise sur le port, qui m'ont des fois attiré très loin en les emballant d'une certaine manière, machin. Un moment où je me laissais porter, où je me disais, là, tu es dans un petit bateau, un peu transat, une mer est pas trop mal. J'étais plus à la guerre, j'avais des zones de travail, j'avais même des zones d'écriture, je m'obligeais à écrire un petit quelque chose tous les jours pour avoir après écrire, je m'obligeais à lire une page, j'avais pris un recueil de poèmes de Baudelaire, je lisais une page par jour, mais il fallait qu'il y ait un moment culturel, et on se réorganise une vie, quoi. Et une fois, 11e jour. Et là, j'étais véritablement dans l'aventure, je devais faire face en permanence, je m'obligeais à avoir tous les jours un acte différent pour la survie de mon radeau de survie. Et là, tu passes en mode guerrier, quoi. J'avais pas le choix. Et donc, tous les jours, je devais avoir une action, par exemple, pour mon bateau. C'était grâce à lui que j'allais au bout, hein, sinon j'étais mort. Tous les jours, le moindre truc, j'avais un petit truc en plus. C'était de l'entretien, c'était du nettoyage, c'était vérifier, regresser un roulement de mon siège. Tous les jours, une action. Et j'ai commencé à mettre en place tout un système que je n'avais pas du tout imaginé avant le départ. Et là, je me suis dit, OK, mec. Et là, je repensais à ce chef d'entreprise. Et mec, faire face à... Et là, j'étais en plein dedans. Et là, c'est devenu agréable. Là, c'est devenu agréable parce que je suis là, mais mec, t'es en train de t'offrir le luxe ultime, finalement. Et pourquoi vouloir te faire passer pour quelqu'un qui est en train de souffrir ou tu sais pas quoi? Tu sais pas du tout à quoi tu attendais, mais t'as quand même voulu y aller. Et donc, t'as trouvé un moyen d'organisation et de te rendre compte que t'es peut-être dans un moment d'extrême, de liberté qui va pas être simple, et tout a un coup, hein, faut pas rêver. Eh ben, mec, ça va pas se représenter 50 fois dans ta vie. Hein. Donc, feu. Et à partir de là, c'est mis en place. Alors, on délire en mer, on commence à raconter n'importe quoi envers soi-même, des machins, on parle dans tous les sens, on écrit des fois n'importe quoi. Attention, les goûts, ils changent, hein, je me suis retrouvé. Mais c'est ça aussi. Et c'est ça, et c'est l'être humain dans toute sa complexité. Il est à poil en permanence devant la glace. Ça, il n'y a pas photo. On peut pas se mentir, pas se cacher, y compris dans ses façons des fois d'écrire des textes à des amis, à des machins, des trucs. Mais à l'heure actuelle, ça peut paraître complètement fou, mais c'était comme ça. Et on est dans le premier degré. J'avais du mal à gérer deux infos. Je suis très second degré, j'adore véhiculer et jouer avec le second degré. Je trouve que c'est une marque un peu d'intelligence et c'est rigolo de parler second degré en permanence avec des amis. Tout un tas de références carrées. Là, t'es seul. On n'y peut plus. Oui. Et même quand je recevais des messages, gérer deux informations en même temps, j'ai eu un vrai problème électrique à bord. Et les électriciens en même temps m'envoyaient un message et une autre personne incapable de gérer deux informations. En même temps que tu penses et le voyant mal. Alors, stop. Une information, une réponse, toc, toc, avec Iridium Go. Incapable de gérer deux informations en même temps quand on est à bord. On se rendait compte que les facultés n'étaient plus du tout celles qu'on a de facilité à terre. Tous ces éléments-là,
Eh ben, il a fallu les intégrer, jouer avec. Et ça, c'était véritablement, c'était des moments très, très particuliers. Mais 11e jour jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors, chers amis auditeurs, je regrette de vous annoncer que nous sommes déjà presque à 1 heure d'enregistrement. On écouterait volontiers Stéphane nous raconter toutes ses aventures, ça va pas être possible. Stéphane, quel message tu donnerais à ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de se dépasser, qui ont envie de se lancer dans une aventure petite, grande, peu importe. Il n'y a pas de dimension. Tous ceux qui ont envie de rejoindre cette méthode, ta méthode, qui est la méthode de la team.bar, le polo que tu portes, que tu as créé, que j'adore, .bar, et de cette méthode qui est liée à ce que l'on va chercher profondément au soi de même, pour être soi, finalement, et pas pour se la raconter, quoi. Bah non, parce que mais c'est sympa de se la raconter, de vouloir flatter son ego. Il y a des âges pour ça, il y a des moments de vie pour ça, et je pense qu'il faut pas rater une occasion quand même de jouer un petit peu avec son ego. Il faut arrêter de voir ça comme quelque chose de mal en permanence. Ça peut des fois sauver la vie, soyons clairs. Arrêtons de voir le mal partout, cette espèce de castration psychologique de vouloir dire il veut flatter son ego. Mais oui, alors je veux flatter mon ego, et alors arrêtez de voir de mon merdrie. L'ego, mon meilleur ennemi. Mais bien sûr, au bout d'un moment. Mais par contre, effectivement, alors on parle de changement de vie, on est dans des propos qui peuvent des fois un peu être rabat-joie, mais c'est pas si rabat-joie que ça. On voit bien que tout le monde a été embarqué tôt ou tard dans le monde occidental actuel. J'en fais pas une critique négative. On vit tellement heureux, attention, on est très chanceux. Mais je peux tout à fait imaginer et comprendre qu'il y a des gens qui se disent mais mince, je suis trimballé dans une mer sans moteur quelque part, et que même si j'ai un bon bateau et qu'il m'arrive pas grand chose, mais j'aimerais pouvoir un petit peu jouer avec des curseurs autres que ceux de répondre à des stéréotypes qui sont liés à mon statut social, à mon niveau intellectuel, à mon milieu professionnel, et simplement ça. Voir des injonctions. Et à répondre au code, je peux aussi véritablement peut-être influencer tout ça. Et que tôt ou tard, les apparats devant les amis, devant les collègues de travail, à se mentir, au bout d'un moment, ça a ses limites. On se retrouve toujours à un moment ou à un autre tout seul devant la glace, et on se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ce bout de barbac, parce qu'il faut quand même que ça aille jusqu'au bout. Et que dans l'un des trois secteurs, c'est vrai que le secteur du développement personnel est une belle porte d'entrée, parce que on peut le faire par soi-même, on peut le faire de façon des fois discrète et cachée, on n'est pas obligé de s'exposer, et on peut construire cette simple petite méthode. Qu'est-ce que j'aimerais être ? Alors il y a des gens qui disent la meilleure version de moi-même. Non. Qui, moi, Stéphane Brognard, qui, moi, Madame Machin, qui, moi, j'aimerais dégager comme image, si je passais devant la rue, devant un groupe d'amis qui sont en train de boire un coup, qu'est-ce qu'ils auraient envie de dégager comme première intention ou d'idée sur qui je suis, et que d'un seul coup dire, putain, mais il transpire vraiment lui-même. C'est quoi véritablement moi-même ? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans la matière, qui est quelque chose qui vous importe profondément au-delà de vos obligations de vie ? Et à partir de là, c'est très simple. Vous y mettez des petits mots simples. Qu'est-ce qui pourrait faire que ce petit mot, ce petit ingrédient, aurait ce petit pouvoir magique, que cette idée que j'ai dans la tête qui me trotte depuis des années, je puisse la réaliser. Mettez-en une dizaine bout à bout, 5-6 bout à bout, et trouvez quelque chose qui comprenne tous ces petits ingrédients qui ont chacun ce petit pouvoir magique de mettre dans la matière ce truc qui traîne au fond de vous. Vous allez voir la satisfaction de réaliser cet événement, mais qui est à votre niveau et à votre image. N'imaginez pas qu'il faut faire le tour de la Terre en courant ou en vélo pour avoir l'impression d'être quelqu'un. Il y a des gens qui vont tout simplement faire quelque chose qui respecte simplement les ingrédients de leur envie personnelle profonde, de leur cause noble, qui traîne au fond d'eux. Ne vous mettez pas l'idée que vous venez d'entendre parler d'un mec qui traverse l'Atlantique à la rame. Moi je me vois pas traverser l'Atlantique à la rame. C'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est pas du tout les propos, et tu fais bien de le rappeler, c'est de dire non. Ayez quelque chose au fond de vous. Vous avez tous quelque chose sur votre bureau de développement personnel, parmi les 3 bureaux que vous avez à disposition chez vous, du travail de la famille et du développement personnel. Il y a ce dossier qui traîne quand même. Et il y a ce dossier, et voire même qui se gonfle d'ailleurs. Et donc on aimerait bien mettre dans la matière. Listez les ingrédients que vous avez à disposition. Ne partez pas dans des trucs incroyables. Et vous avez un petit événement, et vous allez voir le bien réel que ça vous procure de sentir que vous avez mis dans la matière cette idée qui vous trottait dans la tête,
Et le retentissement sur la confiance, sur l'image de soi, sur la capacité de dire je suis, et pas de dire bon, bah voilà, je me suis trimballé. Ça, c'est chouette, et je souhaite à toutes les personnes qui entendent ça et qui ont envie de tenter l'expérience, eh ben, de vous lancer. Vous n'avez pas besoin de plus que ce que je viens de dire. Et que si vous avez véritablement envie de demander la permission. Ni de demander la permission, surtout ça, et tu as bien raison de le dire, surtout de ne pas demander la permission, c'est bien souvent le cas. Ou c'est simple, hein, et là on va pas faire les commerçants de base, mais je suis avec grand plaisir. Il suffit d'aller sur mon site internet, de prendre un rendez-vous, parce que j'ai comme un Doctolib quelque part qui s'appelle Calendly, c'est une autre plateforme, et qui vous permet de prendre un rendez-vous avec moi, et on en discute, et c'est avec grand plaisir. Alors, combien de personnes tu accompagnes aujourd'hui? Alors, j'ai des personnes que j'accompagne dans le domaine du sport outdoor, ça va du bikepacking au trail, à l'aventure, où là, je les accompagne de cette écriture de partition à la réalisation avec des entraînements, voilà, on va dire par ça. Ça représente à peu près 70 personnes, ça. Mais j'accompagne maintenant de plus en plus, et je tente tout doucement à me faire aider pour accompagner quelqu'un qui va aussi prendre ce secteur dans quelques années. Parce que je suis je suis rapproché de personnes type chirurgien, cardiologue, avocat, personnage public, homme politique, qui veulent à tout prix utiliser cette méthodologie. J'interviens même dans des écoles de dentisterie, j'interviens même maintenant dans les écoles d'ingénieurs. Alors ça pourrait paraître totalement fou, mais il y a des proviseurs d'instituts d'élèves pour être ingénieurs qui ont eu cette idée géniale de faire venir des personnages comme moi. Ça pourrait pas sembler logique, et je trouve ça assez chouette. Et donc voilà, c'est aussi tout ce panel, et aussi des sportifs de très haut niveau, voire des gens qui ont véritablement besoin d'aller plus loin dans ce type de méthodologie, pour là vraiment aller dans la finesse de l'optimisation liée à la qualité du pilote, quelque part, parce qu'ils sont sous structure fédérale, dans le kayak, dans d'autres domaines. Et là, quelque part, c'est un appui. Donc, ils ont la caisse, mais après, il reste... les compétences des entraîneurs ne sont, même s'ils sont au quotidien avec eux, ils ont tout un tas de notions. Mais de faire venir quelqu'un d'extérieur avec, quelque part, une forme de vulgarisation qui n'est pas très scolaire. Quand vous faites des écoles de préparateur mental, on ne vous parle pas comme je vous ai parlé, avec une vulgarisation, une espèce de quelque chose qui paraît comme ça un peu brut, sec. Mais réel et concret. Il y a pas de on fait de la maçonnerie, quoi. On est très clair comme ça. Des fois ils viennent chercher ça un peu chez Stéphane Brognard, qui est loin de plaire à tout le monde, mais c'est ma caractéristique et c'est mon être. Et tu organises aussi ici dans les Vosges un trail hors du commun. Alors ça, c'est juste quand je dis hors du commun, je suis très très loin du compte. On est sur de la... Alors, on pourrait dire... C'est un truc de grand malade. Oui, on est sur du folklore. On est sur du folklore et de la cerise sur le gâteau. On est dans mon amusement personnel. Et on a le droit d'avoir envie de s'amuser et de donner et de procurer la possibilité à des personnes de venir s'amuser en assouvissant des causes personnelles. Alors, dis-nous en quelques mots. Alors, la clé de 12 est une épreuve. Voilà. La clé de 12 porte bien son nom. Si vous êtes un peu mécanicien... La clé de 12 qui fait partie de ta méthode. Hein. Oui, voilà. La clé de 12, c'est cette fameuse clé qui ne sert pas à grand-chose. Donc, évitez d'être une clé de 12 dans votre vie. Donc, j'ai créé une épreuve qui s'appelle la clé de 12, qui vous met face à des responsabilités incroyables. C'est-à-dire, en gros, je trace un triangle en 2D sur une carte, un triangle équilatéral, dont le départ est ici, chez nous, là, à la ferme. 72 km de côté en 2D, et qui vous fait faire un triangle que je change tous les ans, hein, je fais tourner. Et voilà, les personnes arrivent, déposent 1,53 €, se retrouvent à l'opposé avec un petit écrou dans la main qu'ils doivent déposer sur une tige filetée, un petit trophée qui est planqué en forêt, enfin, pas tellement planqué tant que ça, juste pour éviter que d'autres personnes le voient et le chat le prennent, mais bon, voilà. Et tentent de faire ce triangle en faisant leur propre route, en se retrouvant dans les situations, c'est plus de 300 km, à chercher sa route, à se débrouiller dans les commerces pour se trouver à manger, dormir dehors, enfin, etc., etc. Et en dénivelé positif? Alors, grosso modo, on n'est pas dans du dénivelé très important, parce que on est dans un secteur où, pour faire 300 km dans un triangle, le massif des Vosges n'est pas si grand que ça, mais on est autour des 6-7 000 mètres de dénivelé positif quand même. Et on a la même version en vélo, en bikepacking, qui s'appelle la Bernadette. Et alors là, le parcours est toujours le même, ça fait à peu près 1000 km. Le but, c'est de partir à la découverte du massif et du département des Vosges, qui représente une moyenne pour pouvoir, dans le temps à partie, faire ces 1000 km, 240 km de vélo par 24 heures. C'est pas si extraordinaire que ça, beaucoup plus
réalisable que ce qui est la clé de 12, par exemple, dans le temps imparti des 60 heures, parce que vous n'avez que 20 heures par ce fameux triangle, c'est vraiment tendu et serré. Autant où la Bernadette, 240 km de vélo par jour, ça peut, pour les auditeurs, paraître incroyable. Quand vous pratiquez un petit peu de vélo avec des sacoches sur route, ça, c'est assez facilement réalisable. Mais par contre, là, j'ai voulu mettre un jeu un peu drôle, c'est-à-dire que les concurrents ne connaissent le lieu de départ que 6 heures avant le départ, et c'est toujours depuis un bistrot de village. Alors, je leur donne le nom du bistrot et le lieu que 6 heures avant le départ, et le sens dans lequel ils vont tourner. Et puis les voilà partis, bon an, mal an, sur tout un parcours. Et voilà, depuis le bistrot de village. Et d'ailleurs, ce bistrot qui sert de camp de base n'est ouvert pour l'arrivée des concurrents que pendant les heures d'ouverture du bistrot. Alors, si vous arrivez à 2h du matin, vous vous attendez devant la porte, Ben voilà. 7 heures que le bar est s'ouvre. C'est pour la gloriole, mais c'est aussi pour vivre des bons moments sans arrière-pensée commerciale et autres. Voilà. Chers amis, si vous étiez à la recherche d'une aventure, Stéphane vous en propose 2, une à pied, une à vélo. Merci beaucoup pour ton accueil. Nous, on va se diriger vers la cuisine parce que là, il y a une potée vosgienne qui nous attend avec une sacrée tarte. Cuisinée dans la cuisinière à bois. Dans la cuisinière à bois. Voilà. Ça sent magnifiquement bon. Et on vous adore, mais on vous laisse. Voilà. À plus. Merci beaucoup, Stéphane. Salut Boris, salut à tous. Tokyo Radio.